Allô? Bonjour. Oui. Mhm. Mhm. Ah, d'accord. Mhm. Les haut-parleurs, ça va être comment? Moi, il est Bon, bah, de toute façon. Mhm. Bah, c'est comme vous voulez, hein, parce que de toute façon, bah, si c'est pas abondant, c'est pas aujourd'hui que ça démarre. C'est pas Donc, commencé, c'est ça le truc. demain. à 30, Voilà. 14h30. Il y a 35 participants aussi. Ouais. Non, discussion. Oui, mais là, avec le couvre-feu, de toute façon, Donc là, ils sont non, tous mais à voir. vous êtes là pour 5h30, c'est bon. On va arrêter la Je vidéo. pas juste. C'est peut-être toi. Hein, Je ouais. pense Ah, que tu Donc, vas la fermer. enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Donc là, Nous, ici. en fait, là, on reçoit les gens entre 5h15 et 5h30. Il y a Voilà. 37, il y a des personnes qui sont connectées. Pour Discussion, répondre c'est à des tout le monde. gens qui parlent. Mhm. Voilà. C'est pas vraiment. Ça n'a pas commencé a priori, c'est sur la page d'accueil. Tu as bien le son, tu vois, il suffit de refaire ça, là, tu repars et tout machin. Merci. Au revoir. Par contre, là, pour moi, t'es bon, mais. T'as le micro qui était bon. quand tu fais pour le son. Il suffit d'un truc qui est en haut. Vous avez l'écran, Ah, T'inquiète, puis c'est le micro comme tout. d'accord. Comme ça, son est c'est total, mais. Ah, ça y est, ça parle. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui, Oui, très bien. Oui, très bien. bienvenue. Oui. Je clique sur discussion que je vois ce qu'ils disent. Comment dis-tu? J'ai pas de son, moi. On va commencer dans quelques instants. Ah. Écoutez, il est 14h31, je vous propose que l'on débute. Qu'on soit ponctuel, hein, je sais que vous êtes très pris d'ailleurs. Écoutez, on débute. Alors, donc, merci d'être présent et présente cet après-midi, d'avoir répondu favorablement à ce webinaire que l'on souhaitait organiser à l'assurance maladie en partenariat avec vos confrères de l'URPS infirmier. Donc moi, je suis Laurence Berger, je suis directrice en charge des relations avec les professionnels de santé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Je serai accompagnée donc, dans la présentation d'une de mes collaboratrices, Madame
Sylvie Hermel, qui donc travaille au service accompagnement des professionnels de santé. C'est le service qui gère les collaborateurs que vous connaissez bien, les délégués de l'assurance maladie et les conseillers informatiques service. Donc, je vous propose qu'on débute. Au préalable, donc, quelques règles pratiques. Si vous pouvez couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas pour bien suivre la présentation et qu'on n'ait pas d'interférence. Bien sûr, on va donc vous présenter des informations et vous permettre de poser des questions. Si vous le souhaitez, si ça vous est possible, on préférerait regrouper les questions, avoir une séance de questions-réponses à la fin de la présentation du diaporama. Donc, n'hésitez pas à noter les questions, éventuellement sur le chat, ou ensuite à prendre le micro en essayant, comme on est quand même près de 50, de faire ça à tour de rôle, qu'on puisse écouter chacun. Alors, je vous propose qu'on commence sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on a souhaité organiser ce webinaire dans des délais assez contraints puisque ce dispositif est réellement calé dans les documents finalisés depuis moins d'une semaine. Ce dispositif qui va vous impacter directement la profession des infirmiers vise à accompagner le suivi de l'isolement des patients Covid positifs à travers une visite à domicile. Donc, ce qu'on va vous présenter cet après-midi, c'est quelle va être, donc, dans quel cadre se replace cette visite à domicile, dans le cadre de la stratégie globale tester, alerter, protéger et le dispositif du contact tracing. Quel sera donc le rôle, le contenu précisément de cette visite à domicile que vous allez réaliser? Et quelles seront les modalités pratiques pour pouvoir accéder aux patients qui ont exprimé leur souhait de recevoir l'infirmière ou l'infirmier à domicile. Et enfin, on aura une diapo pour vous donner des informations sur les modalités de facturation créées spécifiquement pour ce dispositif. Donc, on va démarrer. Comme je vous le disais, donc, on s'inscrit là dans le cadre de la stratégie gouvernementale tester, alerter, protéger, dont vous avez très certainement entendu parler. Et ce dispositif a été présenté par le gouvernement il y a une dizaine de jours, avec un accent particulier qui est mis en ce début d'année 2021 sur l'accompagnement de l'isolement des patients Covid. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à compter de demain, parce que le dispositif démarre demain, donc les patients, ce qu'on appelle nous les patients zéro, mais les patients Covid positifs avec lesquels nous sommes en contact, l'assurance maladie sur nos plateformes de contact tracing, j'y reviendrai tout dans la slide suivante, se verront systématiquement proposer donc la visite d'un infirmier à domicile sur leur lieu d'isolement. Vous, en tant qu'infirmier contacté et si vous êtes volontaire, vous aurez pour rôle d'aider ces personnes à réussir leur isolement avec des conseils sanitaires et d'organisation de la vie quotidienne. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Et effectuer, si nécessaire, les tests aux autres membres du foyer. Il y a indiqué les tests antigéniques. On verra plus tard que cela a été aussi, enfin, c'est ouvert bien sûr aux tests PCR si vous ne pratiquez pas les tests antigéniques. Alors, sur cette diapo, on a séquencé dans quel cadre va intervenir votre visite. Comme je vous le disais, depuis le mois de mai dernier, l'assurance maladie accompagne et contacte, donc, dans le cadre du contact tracing, les patients Covid positifs ainsi que leurs cas contacts. Donc, à compter de demain, dès lors que nous aurons un patient Covid positif qui sera signalé sur notre outil national Contact Covid. C'est une base de recensement de tous les cas Covid positifs, téléservice et des cas contacts. Donc, dès lors que sur ce téléservice Contact Covid, nous aurons connaissance d'un nouveau patient Covid positif, systématiquement, nos conseillers assurance maladie proposeront à ces patients zéro la visite d'un infirmier à domicile. Et donc, bien sûr, nous conseillons fortement aux patients zéro, aux patients positifs, d'accepter cet échange avec l'infirmier. Et le consentement du patient sera renseigné dans cette base Contact Covid.
Ensuite, par une extraction sur cette base directement qui sera générée tous les jours, 2 fois par jour. On y reviendra aussi tout à l'heure. Merci de vous couper vos micros, j'entends quelques interférences. Ensuite, vous serez mis en relation, on y reviendra sur la modalité pratique, on vous précisera comment tout à l'heure. Vous serez mis en relation avec ces patients qui ont exprimé leur accord pour la visite à domicile. Et votre intervention devra intervenir dans les 24 heures qui suivent l'appel que nous aurons eu avec ce patient sur la plateforme Contact Tracing Assurance Maladie. Le contenu de la visite, il est sommairement détaillé. On y revient dans les slides suivantes. Et donc là, on se situe dans la deuxième partie de l'étape, de la frise chronologique. Après, on vous a mis pour information, mais ça ne vous concerne pas directement, mais sachez que donc également à compter de demain, l'assurance maladie. Vous le prenez. Voilà, pardon. Attendez, je vais couper le micro parce que je crois que j'ai la main quand. Excusez-moi. Voilà. Donc, à compter de demain également, l'assurance maladie va assurer un suivi de l'isolement par un contact téléphonique ou des SMS auprès des patients Covid positifs et aussi auprès des cas contacts. À J4 de l'isolement, nous les contacterons pour voir si l'isolement se passe bien. Et donc, on aura un échange avec les patients qui auront accepté la visite de l'infirmière pour savoir si cette visite s'est bien réalisée et le cas échéant, si c'est pour X raison, si ça n'a pas pu être le cas, nous pourrons avoir un lien avec l'URPS infirmier pour signaler que le patient est toujours en attente de la visite de l'infirmier. Et à J7, là encore, c'est l'assurance maladie qui contacte par le biais de SMS conversationnel avec les patients zéro et les cas contacts pour, si tout va bien, mettre fin à l'isolement ou le prolonger si les symptômes persistent. Voilà pour le déroulé schématique. Maintenant, je vous propose qu'on rentre dans le détail de ce qui est attendu de vous lors de la réalisation de cette visite de suivi de l'isolement à domicile. Donc là, je vais passer la parole à ma collaboratrice, Madame Hermel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter le contenu de votre passage au domicile du patient zéro. C'est-à-dire que lors de votre visite, il conviendra de relayer les messages de santé publique, donc tels que vous le faites déjà au quotidien, mais en insistant particulièrement sur les règles de l'isolement à proprement parler. Donc, rappelez au patient qu'il doit limiter au maximum ses déplacements et s'il est contraint de le faire, d'utiliser un poste chirurgical. Bien évidemment, les règles d'hygiène également qu'on commence tous à s'approprier, c'est se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique et le sensibiliser que même au sein de son foyer, il doit vraiment s'isoler et protéger les membres, du moins toutes les personnes qui vivent sous son toit. On va le voir sur la diapositive suivante. Donc, on a le relais des messages de santé publique, donc tout ce qui concerne les gestes barrières. Et en fait, vous allez tous être destinataires, on va le voir sur la diapo suivante. Voilà. Vous allez tous être destinataires de ce formulaire parce que sensibiliser le patient sur les gestes barrières, donc c'est le lavage des mains, etc., on connaît bien ces messages-là parce qu'ils sont en relais auprès par les médias, mais en même temps, on n'a pas tellement d'informations sur ce qui concerne l'isolement. Donc, vous allez tous être destinataires, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà été, d'un lot de 100 documents, ce qui correspond au formulaire qu'on voit à l'écran, et que vous remettrez au patient, et qui reprend vraiment les contraintes, entre guillemets, de l'isolement. Donc, à bien distinguer néanmoins des gestes barrières. Donc, là, est-ce qu'on peut la voir en page individuelle, Franck? Non, sur 2 pages uniquement. Tu l'as que sur 2 pages. Bon, on fera recto verso. Tu n'as pas le verso, excusez-nous. Hein. Voilà.
Voilà. Donc, déjà, on sensibilise le patient. Je prends les bonnes décisions sur le fait qu'il a peut-être des symptômes. Donc, dans l'incertitude de la positivité au Covid. Situation 2, il est positif, mais là, pour les patients que vous verrez, on aura la certitude qu'ils le sont. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a également des indications sur le patient cas contact. Donc, sur les personnes qui vivent sous son toit. On préconise également des conseils sur le travail et on le questionne également sur sa situation familiale. Est-ce qu'il est seul? Et ce formulaire va vous permettre en fait d'identifier peut-être un besoin d'assistance. On le verra un petit peu plus loin dans d'autres diapositives. Mais pour en revenir à ce formulaire, donc depuis le 15 janvier, 80% des infirmiers sur le plan national en ont été destinataires ou vont l'être dans les jours qui viennent. Et à la fin du mois de janvier, en seront destinataires les 20% qui restent. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, ce formulaire, il a été adressé également aux médecins qui font des tests, aux autres professionnels de santé. Vous savez que les dentistes ou les kinésithérapeutes peuvent également les faire. Mais pour vous, systématiquement, toutes les infirmières, qu'elles fassent ou non des tests, sont destinataires de ce document. Donc, bien veiller à le remettre au patient lors du passage, éventuellement discuter avec lui des recommandations qui sont faites. Parce qu'on va lui demander justement dans ce formulaire de s'isoler chez lui, on va le sensibiliser sur le fait qu'il doit essayer de vivre seul dans une chambre si c'est possible, si le logement n'est pas trop exigu. Et puis dès l'instant où il sort de sa chambre, de nettoyer tous les objets qu'il touche, que ce soit aux toilettes, la salle de bain et tous les couverts. Vous voyez que c'est vraiment une sensibilisation sur ce qu'est l'isolement à proprement parler au sein d'un foyer. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Entre autres, parmi vos missions, donc, ce qui va être demandé, c'est de tester les personnes du foyer. Alors, vous pourrez réaliser un test antigénique ou un test PCR. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également le proposer au laboratoire, de le faire au laboratoire si le patient n'est pas disposé à le faire ou si vous-même ne pratiquez pas les tests antigéniques ou les tests PCR. Tout récemment, vous savez qu'il y a 2 variants du Covid actuellement, donc notamment ce qu'on appelle le variant anglais et celui d'Afrique du Sud. Donc, on va veiller, nous déjà, au moment du contact tracing sur la plateforme, le premier contact avec le patient. On va l'interroger sur ses antécédents, ses voyages éventuellement. Est-ce qu'il est allé en Angleterre, en Afrique du Sud? On a également le Brésil et la République d'Irlande maintenant. Donc, on va déjà essayer, nous, d'identifier ces patients-là. Mais ce qu'on vous préconise toutefois, c'est systématiquement, vous, de leur poser la question, parce que si c'est le cas, il conviendra, dans ce cas, de ne pas utiliser les tests antigéniques, mais les tests PCR. Vous rappellerez également la nécessité d'un test à J7 après la fin des derniers symptômes, du cas index, c'est ce qu'on appelle le patient 0, pour lever la quarantaine. On vous invitera également, si le patient le souhaite, à l'inscrire sur le site Tous Anti-Covid, c'est-à-dire que c'est lui qui va s'inscrire, mais c'est vous qui allez générer un code à 6 caractères, généré sur l'interface pro-tousanticovid.gouv.fr. Donc, c'est via votre CPS que vous pouvez générer le code à 6 chiffres. Au moment de notre premier appel par la plateforme Contact Tracing, les traceurs vont essayer d'identifier les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, vulnérabilité sociale, notamment ce qu'on appelle la précarité. Et si c'est le cas, si on arrive à identifier ces personnes-là,
on leur communique un numéro d'appel pour qu'ils puissent contacter une cellule territoriale d'appui à l'isolement, CTAI, qui a été mise en place. Donc, cette cellule, elle a pour vocation d'accompagner les patients qui ont un véritable besoin d'aide, notamment pour les démarches administratives, mais surtout logistiques, c'est-à-dire les aides à domicile, les aides ménagères, le portage des repas, faire des courses éventuellement, aller chercher des médicaments, des difficultés également liées aux revenus, des situations d'endettement. Enfin voilà, ce sont des patients pour lesquels on arrive à détecter des situations de précarité et qu'on met en relation avec cette cellule territoriale. Pour autant, au moment du premier appel, cette situation de précarité peut ne pas transparaître. Donc, ce qui vous est demandé aussi, c'est que si au moment du passage au domicile de ces patients que vous ne connaissez pas, on va vous demander s'il vous apparaît d'emblée une situation de précarité, d'appeler cette plateforme téléphonique directement au 01 73 19 41 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Pendant le week-end, vous pourrez laisser un message sur leur répondeur et le patient sera recontacté dès le lundi. Parallèlement, pour terminer cette visite, on vous demandera d'informer le médecin traitant, mais pas de façon systématique, mais au moment où vous le sentez nécessaire, et notamment pour ces situations de vulnérabilité que je viens d'évoquer, ou alors pour des situations également de patients fragiles, patients diabétiques, enfin âgés, donc d'informer le médecin que vous êtes en relais auprès de son patient. À l'inverse, vous n'aurez pas de retour à faire auprès de l'assurance maladie sur la réalisation de cette visite. Alors, donc on vous a présenté là, Madame Hermel, le contenu de cette visite à domicile. Maintenant, comme je vous le disais, on va vous donner quelques éléments pratiques sur la mise en relation des patients qui ont exprimé donc leur souhait de recevoir cette visite à domicile. Alors, déjà, on vous laisse excuser parce que je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on a 2 traits rouges sur les slides, mais ça ne vient pas de nous. Apparemment, c'est un participant qui aurait fait cette manipulation. On n'est pas en mesure de le neutraliser. Donc, désolé pour l'affichage, mais bon, là, c'est quand même lisible. Oui, donc pour la mise en relation entre le patient et l'infirmier. Cette mise en relation va être gérée par une plateforme qui va vous solliciter par SMS pour l'intervention qui, comme je vous le disais en préambule, doit intervenir dans les 24 heures qui suivent l'accord du patient Covid que nous aurons requis sur notre plateforme Assurance Maladie Contact Tracing. Pour la région Île-de-France, la plateforme qui a été retenue donc, par les représentants nationaux de l'assurance maladie et par vos représentants de l'URPS infirmier est la plateforme InziCare. À savoir que l'URPS infirmier d'Île-de-France injectera quotidiennement les besoins de visite à l'isolement dans cette plateforme InziCare 2 fois par jour, à 6h et 15h. Donc, les demandes seront mises à jour et potentiellement, vous serez sollicité si les patients relèvent de votre périmètre géographique. On va le voir également. La slide d'après permet de faire un point de situation sur l'activité et l'usage actuel de cette plateforme. Vous pouvez voir qu'en Île-de-France, plus de 2700 infirmiers sont déjà inscrits. Pour les Yvelines, c'est 218 inscrits et 264 préinscrits avec des chiffres arrêtés au 15 janvier. En Île-de-France, on est à 3310 préinscrits. Et il faut souligner que l'accès à cette plateforme est gratuit puisque le coût de l'abonnement est pris en charge par l'URPS infirmier. Donc, pour vous connecter, on vous a précisé le lien, l'adresse internet www.inzi.care. avec 2 e à la fin, .care.
lorsque vous allez vous connecter pour la première fois sur cette plateforme, il vous sera demandé de créer votre compte. Il est important donc à la création du compte de préciser votre zone d'intervention si elle est géographiquement limitée, hein, puisqu'après ça conditionnera l'envoi, enfin les adressages des patients qui relèveront de ce territoire. Et donc, vous avez des visuels qui vous présentent le process, à savoir donc la réception du SMS notification, sur lequel vous pouvez directement cliquer pour accéder à la demande et contacter le patient. Mais on va le voir en détail dans la slide d'après. Donc, comme je l'indiquais, vous recevrez un SMS, vous cliquez sur le lien, vous avez le détail de la demande avec l'identité du patient, donc les soins, dont il a besoin. En l'occurrence, là, ça sera la visite de suivi de l'isolement. Et puis, donc, vous voyez, c'est sur le troisième visuel, hein, malheureusement celui qui est un peu assuré en rouge, vous aurez la géolocalisation du lieu d'intervention. Hein, bien évidemment, très souvent, ce sera le domicile du patient, ce qui vous permettra de savoir s'il est à proximité ou pas de votre cabinet, de votre zone d'intervention. Et donc, vous pourrez par ce biais-là accepter et confirmer la prise en charge de ce patient. La slide d'après. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une information très importante à retenir par rapport à ce process d'adressage, c'est que lorsque nos conseillers assurance maladie vont contacter les patients Covid, qui vont leur proposer le dispositif d'accompagnement par un infirmier à domicile, ils vont systématiquement demander au patient s'il est déjà suivi par un infirmier. Si c'est le cas, notre outil Contact Covid permettra de renseigner l'identité de cet infirmier et c'est ensuite lui seul prioritairement à qui sera adressée la demande de visite à domicile. Sachant que, en tout état de cause, même si vous êtes l'infirmier habituel de ce patient, vous pouvez refuser la demande et elle sera ensuite envoyée à un autre infirmier. Le patient également, de son côté, même s'il a donné son accord à nos conseillers sur la plateforme, à tout moment, peut refuser la visite de l'infirmier ou peut refuser l'infirmier qui aurait été adressé. Dans ce cas-là, la demande est ensuite transmise aux autres infirmiers de la liste. Et puis vous, à tout moment, vous pouvez choisir de ne plus être sollicité pour ce type de demande en décochant donc la case soins ou en désactivant les demandes élargies, c'est-à-dire que vous ne serez plus sollicité pour des demandes qui sont hors de votre territoire d'exercice. À noter donc que dans la situation où, comme bien évidemment, un patient n'a pas déjà un infirmier attitré qui le suit, les demandes sont ensuite envoyées dans un premier temps aux infirmiers les plus proches du domicile du patient. Si aucun infirmier n'accepte la demande, qu'un infirmier qui est inscrit donc, sur la plateforme EasyCare n'accepte la demande, elle est transmise à un deuxième cercle, donc on l'élargit aux infirmiers de l'ensemble du département, ce qu'on appelle les infirmiers préinscrits. Et en troisième intention, si malheureusement on n'a toujours pas de possibilité de prise en charge de cette demande, pour la prise en charge d'un patient, aucune réponse trouvée. Dans ce cas-là, c'est un lien avec l'URPS infirmier qui pourra contacter les infirmiers pour assurer la prise en charge. Voilà, parce techniquement, comment va se dérouler le process d'adressage. Et il nous reste, avant de prendre vos questions, une dernière diapositive. Je vais redonner la parole à Madame Hermel sur les modalités de facturation prévues pour ce dispositif. Cette visite, elle sera rémunérée sur la base d'un AMI 5,6 et de la majoration MCI, c'est-à-dire un total de 22,64 €. Il y aura possibilité de la rémunération des tests antigéniques ou PCR réalisés pour tous les membres du foyer, ainsi que l'association des majorations dimanche férié ou indemnités kilométriques et indemnités kilométriques. On n'aura pas de majoration nuit, ni de dérogation avec le renfort EHPAD ou de majoration pour les enfants. Cet acte sera facturé à 100% avec le code EXODIF3. Voilà les informations qu'on souhaitait
qu'on souhaitait vous apporter, sachant qu'en parallèle, hein, vous pouvez aussi bénéficier d'un contact individuel avec nos délégués assurance maladie, hein, qui sont en ce moment en train de faire une campagne auprès de votre profession. Et donc, on est ouvert désormais à prendre vos questions. N'hésitez pas, on est là, on essaiera de répondre au mieux. Qui veut se lancer, parce que les points qui vous interpellent? Moi, je suis Madame Boutet. Je voudrais savoir par rapport à la facturation de l'acte, le justificatif, on a besoin de justificatif score. Qu'est-ce que l'on met comme justificatif en télétransmission? Pour cet Oui. acte, vous n'aurez pas besoin de justificatif. Oui, mais sachez que les logiciels, nos facturations ne partent pas si on n'a pas de Oui. Donc, alors moi, je me permets d'intervenir. Je suis Madame Dubois-Bien. Pour tout ce qui est test antigénique et test PCR, je mets sur une feuille blanche test PCR sans ordonnance et ça passe très bien. Ou test antigénique sans ordonnance. Oui, moi aussi, je fais pareil. C'est effectivement, il me semble, la consigne que l'on a donnée dans le cadre de dispositifs Covid, dont les tests antigéniques, mais ça, on vous le confirmera par écrit. Mais je pense qu'effectivement, c'est la meilleure solution. Et dans les logiciels, je me permets d'intervenir, dans les logiciels, dans les logiciels, effectivement, par score, quand on doit fournir, il veut absolument un document alors qu'on n'a pas de document à fournir, il faut fournir une page blanche. Oui, alors, je vais juste préciser parce qu'on ne s'est pas tous présentés au début. Madame Gouérec est également de l'assurance maladie. On est plusieurs collaborateurs connectés, hein, même si on était seulement 2 à faire la présentation. Vous avez Madame Gouérec, Monsieur Fénérol, qui sont également présents. Donc, c'est bien la page, Madame Gouérec, la page blanche à scanner. Hein. Pour score, effectivement, quand les logiciels veulent absolument un document score et qu'il n'y en a pas à fournir, on fournit une page blanche. Alors, effectivement, vous pouvez marquer test antigénique, peu importe dessus, qu'on sache à quoi ça correspond, mais c'est une page blanche. Alors, oui, il y a aussi des questions sur le chat, mais on peut mixer les demandes hein, s'il y a des questions orales. Moi, je suis toujours Madame Boutet et je me pose la question s'il est quand même bien judicieux aussi quand même de prévenir les infirmières que la plateforme IndyCare quand même fait partie un petit peu quand même de la FNI. Donc, je pense que là, il faudra quand même les prévenir. Après, peu importe qu'elles prennent IndyCare ou une autre plateforme. C'est quelque chose, comme je vous en avais déjà parlé, qui m'a un petit peu interpellée hein, par rapport à ces plateformes. Oui, on prend note, mais c'est un choix national là, qui ne relève pas du local. C'est chaque région qui, comme je le disais, a échangé avec la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats d'infirmiers, donc tous les syndicats élus à l'URPS. Donc, je pense que ce n'est pas un sujet, en tout cas, nous, assurance maladie, que nous relayerons. Hein. Nous nous contentons de transmettre l'information que c'est la plateforme IndyCare et on ne rentre pas dans les considérations syndicales. Oui, mais enfin là, c'est un petit peu dommage, quoi, parce qu'on n'a pas de choix. C'est ça qui me gêne. C'est une plateforme par région et encore une fois, c'est le choix qui a été fait pour l'Île-de-France pour rendre compatible notre système d'extraction avec la base assurance maladie contact Covid. Ok. Et juste aussi une question, parce que si par hasard on a un appel, enfin si on a un appel, mais qu'on s'aperçoit que le patient est à 2 ou 3 jours positif, à ce moment-là, est-ce vraiment la visite je me pose est-ce que la visite est justifiée dans le sens où si on n'a pas si c'est pas dès le lendemain que l'on peut visiter le patient, c'est la justification. Moi, ça peut être très bien à condition que ça soit vraiment le lendemain qu'on va voir la personne positive. Parce que si on y va à 5 ou 6 jours, j'estime que c'est de l'argent un peu gaspillé à ce tarif-là. Est-ce que si jamais il y a des soucis par rapport à ça, qu'on va chez un patient qui est visité au bout de 4-5 jours de son test positif, on peut quand même faire remonter l'information quelque part en disant ah, attention, là, il y a peut-être problème. Parce que moi, ça aussi, ça me perturbe aussi quand même. Ouais. C'est très bien si on voit vraiment le lendemain le patient positif. Oui,
Tout à fait. On va essayer d'être à tous les niveaux, hein, d'être les plus réactifs possibles, hein. Comme je vous le disais, l'assurance maladie, on a connaissance, c'est quasiment agi, hein, des résultats des tests des laboratoires et des tests antigéniques. Donc, si bien sûr les résultats du test arrivent en fin de journée, c'est possible que l'appel ne soit passé que le lendemain. Mais ensuite, on est assez, enfin, on contacte, nous, assurance maladie, tous les patients zéro dans les 24 heures des résultats du test. Donc, vous, si le process se déroule bien, vous serez amené à les voir aussi dans les 24 heures de notre appel. Donc, au plus tard, le patient aura eu son résultat il y a 2 jours. Donc, on est encore quand même dans les recommandations nécessaires à l'isolement. Ok. Alors moi, j'aurais une question, je suis toujours Madame Dubois-Bien. Mhm. J'ai une anecdote, pas drôle. J'ai testé des patients, un couple de personnes par des tests PCR, contact Covid par leur fille, qui sont révélés positifs. Et 2 jours après, je les ai croisés à la pharmacie ainsi qu'à la boulangerie. 3 jours après, ils étaient sur un marché. Que peut-on faire par rapport à ça? Alors que j'aurais bien donné des consignes de rester isolés chez eux. Ça, malheureusement, ça relève de la responsabilité de chacun et du civisme, hein, si je peux dire. Là, ce qui est demandé à la fois à vous, infirmiers, et à nous, assurance maladie, dans le cadre du suivi de l'isolement, c'est de donner les consignes, de rappeler les recommandations sanitaires. Bien évidemment, on n'est pas dans du contrôle, hein. Après, si vous voyez que les patients ne respectent pas, on ne va pas vous demander de les signaler, mais on est vraiment, encore une fois, dans de l'accompagnement renforcé. Mais ensuite, malheureusement, on aura toujours des situations telles que vous la décrivez, on ne peut que le regretter. D'accord. Autre chose, un cas qui m'est arrivé dimanche matin à 5h30 du matin, j'ai dû appeler des pompiers pour une urgence. J'ai une patiente âgée en surpoids et cardiaque. Et sur l'équipe des 3 pompiers qui est arrivé, un pompier n'avait pas le masque. Et je lui ai fait remarquer, et ce garçon, ce charmant garçon, m'a dit « Je suis rebelle ». Est-ce que j'ai le droit de refuser cette équipe de pompiers et en demander un autre? Le droit, je ne suis pas sûre qu'il existe une quelconque base juridique là-dessus. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est le signaler au SDIS, hein, c'est supérieur, pour le rappel des règles, hein, puisque c'est l'employeur de ces personnes-là. Ok. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, quand on a un patient qui est positif sur un antigénique, en sachant qu'il y a le nouveau variant là en ce moment et qu'on cherche à le trouver, est-ce qu'on doit faire une PCR de contrôle pour les positifs pour que ça soit systématiquement analysé pour trouver le nouveau variant ou pas? Oui, Madame Hermel, c'est les consignes que l'on a eues hier. Que j'indiquais, oui, justement. Un positif sur antigénique, on doit faire un PCR derrière. C'est ça. Mais interroger le patient sur ses récents déplacements. Et si c'est quelqu'un qui est allé en Angleterre ou en Afrique du Sud, de privilégier bien évidemment le test PCR. Mais c'est une question maintenant qui va être posée également par les traceurs. Systématiquement, on demandera. Les traceurs, c'est les agents de l'assurance maladie. Oui. Donc, on leur demandera systématiquement lors du premier contact s'ils ont voyagé récemment et si oui, dans quel pays ils se sont rendus. Et on l'indiquera sur la fiche. Donc, vous en aurez l'information de toute façon quand vous serez prévenu et alerté par SMS. Très bien, je vous remercie. Dans le chat, on a une question. La durée totale de l'isolement pour un cas 0 est de 7 jours à partir du premier jour des symptômes. Oui. Le premier jour des symptômes, à partir du premier jour des symptômes, c'est 7 jours d'isolement derrière. Alors, est-ce qu'on en est sûr de cette information? Parce que moi, je bosse sur un centre de dépistage et j'ai eu des cas où des gens ont levé l'isolement au-delà des 7 jours. Enfin, oui, c'est ça, ils ont levé l'isolement au bout de 7 jours et qu'ils ont pourtant contaminé leur famille après. Alors, déjà, l'isolement avant 7 jours, on en revient au bon sens des gens. Après, si on est en isolement 7 jours, c'est qu'ils doivent avoir 7 jours d'isolement. Après, s'ils retournent travailler, on en a eu sur les plateformes Covid qui nous disaient moi, je ne prendrai pas les 7 jours, je reprendrai le travail. Après, nous, on ne peut rien faire là-dessus, malheureusement. On ne peut que préconiser. C'est surtout que les gens ont besoin de savoir, vous savez, autant ils le savent que quand ils vont retourner au boulot, ça sera geste barrière plus, mais pour les gens qui sont à la maison, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent lever l'isolement, donc se mélanger aux autres, parce que moi, en tout cas, j'ai la preuve au centre qu'il y a des gens qui ont
contaminer les gens de leur famille au-delà des 7 jours. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu réticente à dire aux patients, c'est 7 jours d'isolement. Alors attention, c'est 7 jours pour le patient zéro. C'est Oui, 7 oui, jours oui. pour le patient zéro. Oui, oui. Mais Après, il y justement, a les parce cas que contacts. ils ont respecté les 7 jours à l'isolement dans leur chambre. Au-delà des 7 jours, ils ont levé l'isolement à la maison, donc ils ont repris le boulot, j'ai de barrière plus. Et par contre, à la maison, ils ont commencé à contaminer ceux qui n'étaient pas contaminés encore. Et ce n'est pas 7 jours après l'arrêt des symptômes? Non, ça c'est pour les cas contacts qui sont dans le foyer. On n'est pas sûr de ne plus être contaminant après les 7 jours. Justement, il y a une invitation à refaire un test pour le patient sur le formulaire que vous allez lui remettre, le certificat de formulaire Oui, en d'isolement. fait, la PCR, elle reste positive très longtemps. Elle peut rester positive 1 mois et demi, 2 mois. Du coup, ce n'est pas un indicateur fiable. On l'invite à l'issue des 7 jours d'isolement de refaire un test PCR pour s'assurer de Le test il reste positif pendant 3 mois. Voilà, le test PCR, lui, reste la positivité du test. Elle est au-delà des 7 jours. Il reste positif 1 mois et demi et même plus. Donc, en fait, que le test soit positif n'est pas lié à l'agent contaminant du patient. C'est-à-dire qu'au-delà des 7 jours, il a été isolé 7 jours. On ne sait pas si au-delà des 7 jours, il n'est pas encore contagieux. Même si la PCR elle est encore positive, ce n'est pas lié. C'est ça Alors, le sujet de la question. Cette question, excusez-moi, cette question, on l'a eue avec vos représentants en commission paritaire infirmier la semaine dernière et notre médecin conseil de l'assurance maladie a apporté une réponse. Je ne sais pas si le docteur Piola est connecté. Oui, je suis là. Mais en substance, la réponse, vous pourrez confirmer, en gros, c'est au médecin traitant de se prononcer sur la contagiosité ou pas. C'est-à-dire, mais sur quels critères? Nous, on répond quoi? En fait, comme disait ma collègue là, c'est-à-dire que oui, ils sont isolés 7 jours. Au-delà de 7 jours, on leur dit, vous avez passé votre période d'isolement, vous êtes libérés. Mais pour autant, est-ce qu'on peut leur dire, vous êtes plus contagieux? Et le médecin traitant, sur quoi il va s'appuyer pour dire, vous êtes encore contagieux ou pas? Puisque la PCR, elle, de toute façon, sera encore positive. Au-delà de ces 7 jours. Ça va être s'il y a symptômes ou pas symptômes. S'il n'a pas de symptômes, au bout de 7 jours, il peut reprendre le travail parce qu'on estime que c'est l'isolement de 7 jours. Effectivement, le test PCR peut rester positif, mais long. Par contre, s'il a toujours des symptômes, il faut qu'il revoie son médecin traitant et il doit être prolongé à ce moment-là. On appelle symptômes parce qu'il y a des asymptomatiques, par exemple, et tout est un peu symptôme. C'est-à-dire qu'un simple rhume, des céphalées, une asthénie chronique, enfin tout ça, c'est des symptômes en fait. Du coup, c'est ce que Mme Berger disait, ça sera au médecin traitant après de juger si son symptôme est en rapport ou pas avec le Covid ou avec autre chose. Je confirme. Moi, des fois, c'est des gens qui vont être asymptomatiques, enfin, qui n'ont plus de symptômes, mais par contre, qui au bout de 3 semaines, 1 mois, commencent à avoir le blanc des yeux qui gonfle, qui brûle. Et tout ça, ça fait partie aussi des symptômes du Covid, ou qui nous refont des neurochutes comme si qu'ils étaient en train de refaire un Covid. Donc, on leur a dit, levez l'isolement, vous êtes plus symptomatique, donc vous êtes plus contagieux, mais bilan, 3 semaines après, les symptômes reviennent. C'est pas évident d'avoir cette responsabilité. C'est des dossiers individuels. Non, mais ce n'est pas aux infirmiers, effectivement, de porter cette responsabilité. Il faut renvoyer les patients vers leur médecin traitant. Mais ça aussi, c'est compliqué parce que les médecins, sincèrement, ils renvoient tous la balle. Il n'y en a personne qui sait. Il y en a certains qui mettent en place des traitements, d'autres qui mettent en place du Doliprane, d'autres qui mettent en place rien du tout. Moi, j'ai déjà eu une nettoyante à domicile. Je venais juste de lui annoncer qu'elle était positive. Elle me ramène les enfants qui sont tous positifs. Le médecin lui a quand même dit de retourner bosser 3 jours après. Alors, il est vrai que pour le personnel soignant, comme certaines professions, il y a une exception à la mise en isolement. Mais dame, elle est leur employeur, par rapport à leur employeur. Ou la médecine du travail qui doit statuer, en fait. Bonjour, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Je veux juste une précision. Vous êtes en train de nous dire que du coup, maintenant, quand on a des patients qui sont positifs, ils sont isolés 7 jours et au bout des 7 jours, on leur refait un test de un PCR, c'est ça? C'est ce que j'ai compris? Conseil. Non, normalement. Pas systématiquement. Hein. Non. C'est si le test était négatif, où on refait, en fait, on parle de quoi? De patient contact, on est d'accord? Non, un patient positif, en fait, un patient qui est positif, parce que j'ai eu le cas la semaine dernière, une famille complète qui était positive, et au bout de 7 jours, normalement, ils auraient pu lever donc le fameux
isolement, puisqu'en plus, ils n'avaient aucun symptôme. Voilà, s'ils n'ont pas de symptômes, oui. Oui. Voilà. Et en fait, le médecin, l'école, par exemple, et le patron de ces personnes ont refusé que les enfants et que l'employé reviennent parce que le test, ils voulaient un test ou un certificat médical. Et certificat qui n'était pas possible parce que le médecin voulait absolument que le test soit refait et qu'il soit négatif. Et l'employé aussi. Donc, du coup, ma question, c'est par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'on doit refaire un test derrière au bout de 7 jours ou c'est vraiment du cas par cas? Pour moi, c'est du cas par cas. Ça va être du cas Normalement, par on ne cas. doit pas multiplier les tests, puisque vous l'avez très bien dit précédemment, ce test PCR peut rester positif très longtemps après l'absence, enfin, après qu'on ait fini ou être symptomatique. Donc, il ne faut pas multiplier les tests. Après, la problématique, en effet, de certains employeurs, de certains directeurs d'établissement, on la connaît pour être dans le contact tracing depuis le mois de mai. Certains, c'est vrai, exigent la négativité du test, mais comme j'ai déjà répondu à la commission paritaire des infirmières, il n'y a qu'un médecin traitant à ce moment-là qui peut faire une attestation de non-contagiosité. D'accord. Du fait de la persistance de test positif. Pour moi, il n'y a pas, enfin en tout cas, le ministère de la Santé ne recommande absolument pas de multiplier les tests. D'accord, merci beaucoup. De rien. Nous avons une question aussi dans le chat. Bonjour, à partir du moment où l'on reçoit le SMS, on doit y aller dans les 24 heures. C'est bien ça? La question est posée. Oui. Oui, c'est ça. C'est dans les 24 heures. Oui, c'est dans les 24 heures de l'appel de notre plateforme. Donc, Et on nous demande aussi s'il y aura le diaporama sera fourni. oui, on peut l'envoyer, ça, tout à fait. J'ai une question par le document là, que vous nous avez présenté, qu'on va recevoir par 100 exemplaires. Au centre, on trouve positif, donc je trouve que c'est intéressant de leur donner directement ce document en partant d'ici. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Donc, je voulais savoir, quand on voudra avoir plus de documents, est-ce qu'il faut vous contacter ou est-ce qu'on peut les commander directement sur Amélie Pro? Les réassorts, on vous dira, mais je crois que ces documents, de toute façon, ils sont en ligne sur Santé publique France. Ce n'est pas des documents que Assurance Maladie. Mais pour l'instant, vous devez recevoir 100 exemplaires par infirmier. Okay. Il y avait une question aussi, le 7e jour, nous refacturons un AMI 5-6. Je ne sais pas la question, je ne sais pas si on a la réponse. Je ne comprends pas trop la réponse. Le 7e jour, pourquoi vous retournez à domicile le 7e jour? Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut donner des compléments. Dans l'attente, vous avez d'autres questions? J'ai juste une question sur l'inscription sur la plateforme INSI.care. J'ai l'impression d'avoir rempli correctement tout ce qu'il fallait, y compris la feuille de soins en barré. Pour autant, il y a toujours marqué en attente de validation. Est-ce que je m'inquiète ou pas? Alors, écoutez, là, pour le coup, ce n'est pas un outil assurance maladie. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'URPS infirmier qui sont parmi nous, mais en tout cas, on peut le faire le lien et leur signaler. D'accord. Oui. Oui. Alors, c'est M. Maillard, peut-être? Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, alors, la voix. Effectivement, il y a énormément de demandes, ce qui fait qu'il y a un délai d'attente un petit peu plus important que les premiers temps. En ce qui concerne, pour passer à un autre sujet, il faut impérativement qu'on soit assuré qu'il y ait un stock de tests antigéniques. Oh là, il y a des problèmes de son. Oui, on n'entend plus, M. Maillard. Peut-être vous pouvez nous mettre un message sur le chat parce que le son a coupé. Je réponds à la question qui s'affiche. On nous demande de retourner vers le patient à J7. Il n'est pas demandé qu'on repasse à J7 chez lui, je ne sais pas. Non, non, non. Ah oui, d'accord, elle a reprécisé la personne. Je ne vois pas où la personne a vu qu'on repasse. Non, non, à J7, c'est dans la frise chronologique du début, c'est l'assurance maladie qui prend le dernier contact pour savoir si l'isolement s'est bien passé et si la personne est toujours symptomatique et s'il y a lieu de poursuivre ou pas. Donc, moi, je suis Madame Pierre Carole, infirmière.
J'aurais une question. Donc, on va devoir s'équiper pour aller voir ces patients. Donc, moi, j'ai du matériel. Mais pour ceux qui n'ont pas de matériel, est-ce qu'il y aura possibilité de s'approvisionner quelque part? Alors là, c'est pas l'assurance maladie qui fournit le matériel. L'approvisionnement en matériel est compris dans la rémunération en fait, nouvelle qui est attribuée là. Bon, moi j'ai mon matériel, mais je vois sur certains sites infirmiers qu'il y a beaucoup d'infirmiers et infirmières qui n'arrivent pas à s'approvisionner en blouse, en surblouse. Bon, les masques sont fournis par les pharmacies, il n'y a pas de problème. La visière aussi, on en trouve partout. Mais j'ai même vu que dans certaines régions en France, le patient ayant été détecté Covid positif avait une ordonnance de son médecin avec un kit à se faire livrer en pharmacie pour l'infirmière qui viendrait faire sa visite. Voilà, ce que j'ai lu. Maintenant, je ne sais pas. Oui. C'était pour soulever à ce problème. Oui, bah, écoutez, nous, en tout cas, assurance maladie, ça c'est plutôt des problématiques. S'il y avait des manques d'approvisionnement en matériel qui relèveraient de l'Agence régionale de santé, mais contrairement à la situation de 2020, du printemps 2020, on ne nous a pas signalé de manque d'approvisionnement sur le territoire. Mais après, à confirmer, c'est d'autres Très bien. On a retrouvé M. Maillard en image. Je ne sais pas si vous avez le son maintenant. Non. Non, bon. Écoutez, je pense que M. Maillard… Oui. Allô? Oui, on vous entend maintenant. Ah voilà. Oui, non, simplement, je voulais être sûr qu'on ait des tests antigéniques au niveau des pharmacies d'officine, d'où le fait de rappeler à M. Nadjaïd, qui est donc le président de l'URPS pharmacien, de contacter ses troupes de manière à ce qu'on ne soit à aucun moment en rupture de stock, d'approvisionnement. Voilà. Oui, il était prêt, effectivement, le représentant de l'URPS pharmacien, à faire un message à ses confrères pour leur rappeler qu'ils doivent fournir les infirmiers en test antigénique et que s'ils n'en disposent pas dans leur officine parce qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes les tests et qu'ils doivent les commander comme tout médicament auprès du grossiste. Voilà. On répond quand les pharmacies nous donnent une fin de non-recevoir pour récupérer notre boîte. Ils ne veulent même pas vous les commander? C'est-à-dire qu'en fait, dans la commune, moi je travaille à Conflans-Sainte-Honorine par exemple, et le pharmacien sur la place qui a 2 boutiques de mon cabinet m'a clairement dit que lui faisait les tests antigéniques et qu'il n'était pas en mesure de m'en donner une par jour. Alors j'en ai même pas besoin d'une par jour, mais qu'il gardait les boîtes pour lui en priorité et qu'ensuite nous délivrait celles qui lui restaient. Donc je me suis retrouvée pendant 10 jours sans boîte de tests antigéniques parce qu'il les gardait pour lui et qu'il effectuait ses tests chaque matin de la semaine. J'ai aucun recours à part lui faire comprendre que c'est indu et qu'on n'a pas d'autre moyen de se fournir des boîtes de tests antigéniques et d'essayer de râloter un peu, mais en fait on est tributaire du pharmacien qui veut bien nous délivrer ou pas une boîte et je ne vais pas me faire toutes les pharmacies de la place pour mendier une boîte. Donc ça c'est une situation compliquée, même encore aujourd'hui. Hein. Si vraiment j'avais besoin une boîte de tests par jour, je ne l'aurais pas, c'est certain. Alors ça, il faut nous le faire remonter au niveau de l'URPS. Vous nous envoyez par mail avec les coordonnées du pharmacien. D'accord. Et nous, on contactera l'URPS, donc pharmacien, pour expliquer qu'il y a des bugs, entre guillemets, dans le système. C'est absolument anormal. Très bien, je note, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais simplement reparler un petit peu de l'application InziCare et demander à nos collègues qui participent au webinaire et qui n'ont pas encore l'application de vraiment prendre le temps de bien la paramétrer. Voilà. C'est-à-dire paramétrer, mettre les dispositions? Exactement. Ce qu'on veut faire, ce qu'on est prêt à faire ou pas faire. Voilà, parce qu'il y a des zones par défaut et si vous ne paramétrez pas bien sur votre portable ce que vous voulez, automatiquement InziCare le prend par défaut et peut vous envoyer beaucoup plus loin. Donc, prenez bien le temps de bien paramétrer l'application.
Il faut le faire aussi, il faut le faire sur l'ordinateur et avoir l'application sur son mobile aussi. Il faut le charger sur le mobile. Hein. Tout à fait. Oui, ça ne suffit pas de le faire sur l'ordinateur. Bonjour, je me permets d'intervenir avant la fin de la réunion. Si vous pouviez simplement mettre dans le fil de conversation votre nom et votre prénom pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, ça nous permettra de vous identifier. Voilà, merci. Mais pour envoyer ensuite le diapo aussi. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce dispositif à l'assurance maladie ou à nos confrères vos collègues de l'URPS? Je pense que sur le chat, on a un petit peu répondu à toutes les questions. Donc, il y a les problèmes d'approvisionnement du matériel. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés, nous, clairement seuls. Hein. On nous a demandé de nous organiser. On a fait un peu ce qu'on pouvait avec les informations. On est parfois partis récupérer nous-mêmes. Et ben là, en fait, c'est bien de se dire qu'on a en contact directement avec vous, avec les collègues, mais aussi avec vous. Donc, ouais, merci. Et franchement, ça devrait être fait plus souvent. Hein. Ouais, je valide à 100%. Tout à fait. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir à nouveau, vos délégués d'assurance maladie sont à votre disposition pour compléter ou pour éventuellement revenir sur ces sujets-là avec vous. Et donc, ils prendront peut-être contact avec vous dans les jours à venir pour refaire le point sur le sujet. Okay. Très bien. Oui, écoutez, merci pour votre retour positif. Hein, si les sujets et l'actualité s'y prêtent, en complément des visites des délégués, on essaiera d'en organiser d'autres. C'est vrai que c'est aussi bien ce format-là pour vous permettre aussi d'échanger entre vous et de voir les problématiques que vous pouvez collectivement rencontrer. Oui, et puis c'est aussi pour qu'on puisse aussi savoir accorder nos violons. Parce que, il fut un temps, c'était 14 jours d'isolement, après on est passé à 10 jours, puis ensuite on est passé à 7 jours. Et tout ça, nous, c'est des choses qu'en tant que professionnels, on a découvert sur le tas, en fait. Hein. Ce n'est pas la CEPAM qui nous a informés de quoi que ce soit, on a tout découvert nous-mêmes. Donc, nous aussi, au bout d'un moment, moi, je commençais à dire aux patients, je ne sais pas, en fait, combien de temps d'isolement vous avez. On était à 14 semaines, là, j'ai des retours patients qui me disent une semaine. Donc, voilà, donc l'idée, moi, je pense que l'union fait la force, c'est qu'à nous tous, on peut faire plein de choses. Mais si on est tous finalement un peu isolés dans notre coin et qu'on n'a pas d'informations, je vois bien plein d'infirmières qui disent, moi, c'est bon, je ne m'en occupe pas, c'est trop compliqué, ça change tous les 4 matins. Donc, laisse tomber, PCR antigénique, je ne veux pas en entendre parler. Et c'est dommage. Parce qu'en vrai, nous, en plus libéral, on est clairement des petits soldats, donc on peut vraiment se déplacer à droite, à gauche, on peut vraiment jongler sur nos tournées, on peut faire plein de choses, on peut vraiment être acteur, mais quand on se sent seul, quand on n'a pas les infos, quand on n'est pas réactualisé, si ce n'est pour nous donner des cotations, c'est bien beau les cotations, mais savoir donner le vrai bon discours aux patients, c'est ce qui fait aussi que derrière, il n'y aura pas plus de cas. Nous, on engage notre parole, donc si on dit des bêtises aux gens, ils vont aller contaminer Pierre, Paul et Jacques, et voilà, et ça ne va pas en fait aider dans cette crise sanitaire. Donc nous, vraiment, on est volontaires pour aider dans cette crise sanitaire. Donc je pense qu'on est quand même prioritaire au niveau des informations sanitaires. Nous, on découvre sur le tas et moi, je donne aux patients ce que finalement, je me rends compte. Oui. Alors, on essaiera effectivement de s'améliorer. Hein, effectivement. Alors, sur l'isolement, c'est vrai que ça a beaucoup changé. On a pas mal d'informations là-dessus. En tout cas, en complément, n'hésitez pas. Hein, je sais que c'est pas le format idéal, mais vous pouvez aller voir sur le site Amélie qui est très complet. Et vous avez aussi des informations qui sont mises en ligne en temps réel. Et au niveau local, on a développé une application smartphone qui s'appelle Votre information pratique 78. Et là encore, très prochainement, on va vous mettre des informations renforcées sur la crise Covid. Donc, vous avez des informations qui sont générales sur tous les professionnels de santé et des informations qui seront personnalisées pour votre catégorie professionnelle. Mais donc, on prend note effectivement du besoin de votre profession d'avoir plus de relais sur les actualités Covid. Voilà, moi je voulais simplement remercier la CPAM et les participants à ce webinaire. Par contre, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait qu'une cinquantaine de participations sur un département comme les Yvelines qui compte plus de 750 infirmiers. Voilà, c'est un petit peu regrettable et il serait bien que les infirmières, de temps en temps, puissent s'asseoir 10 minutes sur une chaise, voire 1 heure et partager avec tout le monde, ça serait quand même mieux. Voilà. Le
problème encore toujours, c'est qu'on est débordé de base, infirmière libérale, on est débordé. À ça, vous nous rajoutez une crise Covid où on nous demande d'être des acteurs. Donc, en fait, on fait au mieux. À ça, on est assommé par des paperasseries qui étaient déjà existantes avant, mais depuis le Covid, c'est quand même pire, hein. Moi, je sacrifie mes nuits pour faire de la paperasse et ça, c'est de l'ordre de mon quotidien. Donc, beaucoup de collègues ne sont pas dispo, mais par contre, beaucoup ont dit qu'elles regarderaient le replay s'il est Oui, disponible. tout à Moi, je fait. sais que là, j'ai pu me débloquer un temps, mais je suis hyper débordée et que clairement, s'il y aurait pu… Il y en a beaucoup qui vont regarder le replay, qui vont le regarder ce soir et qui auront quand même les Ouais. informations. Moi, ma collègue, elle n'a pas fini sa tournée encore, hein. Et c'est sa tournée du matin et elle enchaîne à 17h. Elle n'a pas mangé encore. Donc, je pense qu'elle regardera le replay vers 23h. Dans mon cabinet, on est 5. Mais le collègue, Je suis le seul à être en repos, donc je suis là. Et sinon, on travaille 80 heures par semaine, donc à 14h30, c'est un petit peu compliqué de se libérer. Mais Oui, après, on s'adapte, nous, sur le créneau. On avait échangé effectivement avec M. Maillard. Il nous semblait que c'était le plus pratique pour vous, mais parce que le soir, vous êtes aussi en visite. C'est pratique pour nous, on travaille tout le temps. Et ici, c'est très bien. En général, c'est notre temps de pause, en général. Donc, c'est un créneau qui est très bien. D'accord. Moi, ce que je trouve qu'on peut reprocher à la CPAM, c'est que là, suite au Covid, vous avez été capable de créer des nouvelles cotations pour les PCR, les tests antigéniques, la consultation que vous nous avez exposée, alors que pendant des années, on demande à ce que le retrait de sonde urinaire y ait une cotation. Il fait partie de l'avenant 6, celui-là maintenant. Voilà, tout à fait, mais on a mis 20 ans pour l'avoir. Ça a mis des années pour se faire. Et là, en 3 mois, là, la CPAM a été réactive et a créé des nouveaux soins, des nouvelles cotations pour faire face à la crise. Je le conçois bien. Mais pendant des années, nous, on s'est battus pour que des cotations que l'on fait régulièrement soient prises en charge. Et ça n'aboutit que maintenant. Après, cette crise sanitaire, c'est aussi bien parce que maintenant, on est aussi beaucoup plus proche de notre CEPAM. Les syndicats, pareil. Parce qu'ils ont besoin de nous. Oui, ils ont besoin de nous, mais aussi, enfin, moi, je le vois bien, les infirmières libérales, on est mis en avant, mais parce qu'aussi, ils nous considèrent et considèrent notre travail. Ah bon? Avec les CPS, où ils veulent bientôt faire des enveloppes pour envelopper le médecin, le kiné et l'infirmière? Je pense que vous parlez des CPTS, madame, pas des CPS. Oui, les CPTS. Comme ça, vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Écoutez, en tout cas, on peut reprocher ce qu'on veut à l'assurance maladie. On s'est voulu, comme pour toutes les professions, aidant au maximum dans cette crise sanitaire qui était inédite. Je pense qu'il y aura un avant et un après. On ne peut pas comparer la logique dans laquelle nous étions il y a encore un an, dans un cadre qui était celui d'une enveloppe contrainte des dépenses de l'assurance maladie. Là, vous l'avez entendu, vous comme nous, cette crise sanitaire, on y fait face au mieux, quoi qu'il en coûte. Donc, ça coûte à l'assurance maladie. On a mis les moyens sur la table pour débloquer des fonds et notamment aussi pour votre profession et pour les autres qui n'ont pas pu maintenir leur activité. Vous le savez, on a mis en place un dispositif d'indemnisation pour la perte d'activité. On verra pour la suite, mais je pense que effectivement, il y aura un après et que les négociations conventionnelles qui ne se gèrent pas au niveau local, ce n'est pas la CPAM des Yvelines, prendront en compte effectivement votre implication que l'on reconnaît fortement pour votre profession lors de cette crise sanitaire. Disons aussi qu'avec plus de 90% d'actes effectués à domicile, en cas effectivement de clusters familiaux, on est quasiment incontournable, entre guillemets. Voilà. Tout à fait, oui. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, en tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre attention, pour ces échanges. Donc, comme on vous le disait, on fait au mieux pour vous envoyer la documentation, pour reprendre contact avec vous individuellement si vous le souhaitez via les délégués de l'assurance maladie, pour mettre à disposition un replay de ce webinaire. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous contacter puisque ce dispositif démarre demain et on espère tous que tout se passera bien. Donc, bon courage à vous
toutes et tous pour la suite. Et puis, je l'espère à très bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée, bon après-midi. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.